juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Alors, bonsoir mon frère. Salut, ça va? Ben oui, ça va très très bien. Encore un autre bel épisode devant nous. Oui. J'ai super hâte. On s'en est déjà parlé un petit peu. Je connais le sujet. Mais donc, le sujet nous a été amené par un de nos auditeurs parce que j'avais lancé un appel à tous pour dire si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite puis que mon frère élabore un petit peu plus, ben écrivez-nous. Et puis donc, on a eu des belles suggestions de Patrick Lausière, qui est en fait un de mes grands amis. Oui, voilà. Que toi aussi, tu connais très, très bien. Oui. Alors pour ce soir, il y a un sujet que tu as retenu en particulier. Fait que Oui. je te laisse l'introduire. Je veux commencer par dire que Pat Lausière est un gars qui est très féru. Il est excellent en immobilier. Oui. J'ai déjà eu C'est une vrai. conversation avec lui à un moment donné, et puis donc on s'échangeait. On s'échangeait des conseils. Alors, je suis bien meilleur que lui en bourse, mais en immobilier, c'est exactement le contraire. T'as raison. Ça a pris 5 minutes qu'on se parlait ensemble, là, puis il m'expliquait tout que la maison a plus de valeur, c'est à tant de distance de l'autoroute, Ah ouais, puis il y a c'est une ça. école, puis le salon, il faut qu'il soit grand. Puis là, j'étais comme, OK, voici un gars qui a un grand cercle de compétences et qui s'y connaît T'as raison. énormément là-dedans. Ouais, chacun Et là, son- il nous a suggéré 5 bons sujets. Ouais. Alors, Pat, je t'annonce qu'on va tous les faire, les 5 sujets éventuellement. Ouais. Mais donc, j'en ai retenu un ce soir qui est L'inflation. l'inflation. Oui. Exactement. Sur ces 5 questions, il y en a 3 qui sont du domaine de la macroéconomie, qui est un sujet très... Peux-tu m'expliquer c'est quoi la macroéconomie et la microéconomie? Oui. Moi, je sais pas la différence. Ben, quand on est dans du micro, ça veut dire qu'on est dans du petit. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on est dans le domaine de l'investisseur individuel OK. ou encore peut-être une compagnie. Puis après ça, si on les met ensemble, ça peut faire un marché. Tandis que quand on est dans de la macroéconomie, c'est exactement le contraire. On est dans de la très grande échelle. On est dans tout ce qui affecte tout le monde en même temps. OK. Donc, par exemple, des politiques fiscales d'un gouvernement, OK. de la géopolitique à l'international, les politiques de taux d'intérêt des banques centrales. Voilà, donc toutes sortes de facteurs. Qui affecte un plus grand nombre de personnes. Oui, OK. absolument. Puis après, quand on est dans des calculs du produit intérieur brut d'une ouais. économie, etc., là, donc on est dans des OK. grandes questions qui sont très importantes, mais qui sont souvent très difficiles à saisir et surtout, c'est très hasardeux d'essayer de faire des prédictions dans le domaine de la macroéconomie. Mais par contre, on peut se faire des évaluations de probabilités qui sont intéressantes, là. Mais ça faisait quelques fois que je t'entendais le dire. Là, Oui. Puis là, ben, je vais essayer de pas trop me censurer dans mes questions. Parce Ouais. que des fois, je me dis, oh mon Dieu, je suis supposée savoir ça. Fait que là, je pose pas la question. Non. Là, regarde, j'aime autant le. Là, maintenant, je le sais. Je pense que Merci. beaucoup de gens dans nos auditeurs qui sont probablement à ton niveau, puis souvent tes questions sont pertinentes. En fait, tes questions sont toujours pertinentes. C'est pas ça que je voulais dire. Mais non, j'ai mais parfois, tu as des interventions qui vont venir donner des explications supplémentaires. Parce que moi, j'ai Ouais. tendance à donner beaucoup d'infos, puis ce que je me rends compte, c'est que des fois, il y a beaucoup de choses que je prends pour acquis Exactement. dans ma tête. Avant qu'on commence à enregistrer ce soir, je rappelais qu'à un moment donné, dans un épisode, j'ai parlé que des hedge funds achetaient des produits. Évidemment, tu es comme tout le monde qui nous écoute probablement, tu n'as aucune idée c'est quoi un hedge fund. Non. Fait que Puis j'ai pas posé la question. puis mais je m'en hésite veux. jamais Ouais, c'est ça. à m'interrompre dans Fait que ce c'est temps-là. quoi? Je dis, ouais, attends une minute. Un hedge fund? On peut Voilà. Ou on s'en va On se le garde dans un autre épisode. Ça me fera plaisir de te l'expliquer, mais C'est bon. juste ça peut nous prendre 10 minutes. Ouais. Avec toi, en plus, oui. Exactement. Fait qu'on OK. s'embarquera pas là-dedans maintenant, mais je t'encourage à me Oui, poser te des relancer. questions. Mais l'inflation, en tout cas, c'est super, ça touche tout le monde. Donc, je comprends pourquoi tu parles de macroéconomie. Oui. Puis c'est hyper d'actualité. Voilà, c'est On la en raison vit pour vraiment laquelle... beaucoup. Oui, alors j'ai voulu retenir celui-là en particulier ce soir. Donc, on connaît mon petit côté professoral. Alors, je vais commencer avec une brève introduction
du domaine de l'économie, du domaine des grandes écoles de pensée en économie, tu vas voir comment ça nous amène très bien à la discussion de l'inflation puis de qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, etc. Oui. Fait que, regard sommaire sur les écoles de pensée en économie, on va en retenir 3 principales. On commence par la première. En passant, on y va en ordre chronologique en histoire, de comment elles sont arrivées. On commence avec la première, on l'appelle la classique, parce que c'est elle qui était là au début. Et le principal penseur, c'est l'économiste Adam Smith. Et Adam Smith est celui qui a écrit un livre qui s'appelle The Wealth of Nations, donc la richesse des nations. Et il est venu jeter les grandes bases de comment on comprend l'économie et ce concept dans son livre qui est que un prix, quel qu'il soit, un prix dans une économie capitaliste, ça se forme toujours par l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est ça, exactement. Et derrière ça, il y a quelque chose de très intéressant qui est que Smith explique que on n'a pas besoin que les gens soient vertueux ou qu'ils soient généreux pour être capables d'atteindre un prix qui, quand il est en équilibre, se trouve être juste pour tout le monde parce qu'il reflète à savoir si est-ce que plus de gens qui veulent en offrir qu'il y a de la demande, à ce moment-là, les prix vont baisser. Ou si, au contraire, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'appétit chez les gens pour un bien par rapport à son offre, forcément que les prix vont monter. Et c'est toujours juste à ce moment-là. Une économie capitaliste, ça fonctionne un peu comme un encan, dans le fond. Donc, c'est plus il y a de gens dans la salle et plus ils ont de l'argent, plus les prix vont monter. Donc, voilà les... C'est un Américain, ton Adam Smith, c'était un Écossais. Oui. Et donc, il explique toutes les mécaniques du marché capitaliste. On fonctionne avec la pensée classique pendant très longtemps, jusqu'à 1929. 1929-1930 et ce qui s'ensuit. 1929, c'est le grand crash boursier sur New York. C'est à ce jour la plus grande correction boursière américaine. La plus grande correction boursière dans le monde, c'est le Japon à la fin des années 80. Mais mettons ça de côté, tenons-nous-en à notre propos qui est la bourse américaine. Elle crash de façon majeure en 1929 parce que dans les années 20, qu'on a appelé ça les années folles, c'est qu'effectivement, les gens ont énormément spéculé et croyaient que des marchés, ça ne pouvait que monter et que ça allait être la prospérité pour toujours. Voilà. On était dans les lendemains de la Première Guerre mondiale et il y avait une espèce d'euphorie. Quand on a signé la Grande Paix, le traité de Versailles en 1919, là, on a appelé ça la paix qui va mettre la fin aux guerres, imagine. Il y avait beaucoup d'optimisme qui régnait. Were they wrong? Were they ever wrong? Parce que la deuxième va être beaucoup plus ravageuse que la première. Mais donc, le crash de 29 arrive et dans les années 30, on est dans une période qui est ce qu'on a appelé la Grande Dépression. C'est une dépression, c'est beaucoup pire qu'une récession. Une récession, c'est un ralentissement économique, mais les mécanismes sont en place quand même pour qu'à un moment donné, il y ait une reprise. Mais une dépression économique, ce qu'on s'est rendu compte dans les années 30, là, c'était qu'il y avait une faille dans la théorie d'Adam Smith. C'est que le marché n'était pas capable de se corriger et de se repartir par lui-même. Et c'était, entre autres, pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire que les gens avaient complètement perdu confiance. Puis pour relancer une économie, là, ça te prend minimalement, ça te prend des entrepreneurs qui ont des idées, puis qui se repartent une business, puis qui créent de la dynamique. Exact. Ça prend des gens qui sont prêts à investir dans ces business-là. Et là, il n'y avait rien de tout ça. C'était la misère. Les entreprises fermaient leurs portes. Les taux de chômage étaient à 30-35 %. Les hommes, à l'époque, étaient prêts à travailler pour à peu près n'importe quel salaire. Personne n'embauchait.
Wow. Dépression dans ce sens-là aussi, je trouve. Dans- Tu sais, je pense que c'est un terme financier, là, une Voilà. dépression, mais ça décrivait même aussi l'ambiance. Tu as tout à fait raison, ma sœur, de faire le parallèle, c'est exactement ça. Et donc, on arrive à la deuxième grande école de pensée, qui est l'école keynésienne. OK. Donc, ça nous vient de l'économiste qui s'appelle John Maynard Keynes, qui lui est un Britannique. OK. Et Keynes dit, si les gouvernements n'interviennent pas, Ouais. parce que sous l'Ancien Régime, avec la mentalité d'Adam Smith, Ouais. on est dans ce qu'on appelle du laisser-faire. Même OK. en anglais, on utilise l'expression Ah oui, hein? laisser-faire. OK. Donc, Keynes dit, quand on est en dépression comme ça, là, Ouais. le privé ne repartira pas par lui-même. Donc, il faut que les gouvernements Ils interviennent. Et une des façons que les gouvernements peuvent intervenir, c'est emprunter de l'argent puis stimuler l'économie en y allant de des grands projets d'infrastructure. Donc, par exemple, on construit des chemins de fer, on construit des ponts, on y va avec des grands projets qui, premièrement, dans l'immédiat, vont embaucher énormément d'hommes, Ouais. puis en plus, quand ils vont être terminés, ce sont des infrastructures qui vont être de nature à stimuler l'économie. Donc, en plus, quand l'économie va reprendre, elle va reprendre avec un meilleur élan parce qu'en plus, elle peut reposer Ouais. sur ces nouvelles infrastructures-là. Alors, tout ça va très bien, mais là, je veux faire un lien avec ce qu'on vit depuis 30, 40 ans. C'est que derrière la théorie de Keynes, il y a cette idée que quand l'économie va mal et qu'elle a besoin d'être relancée, alors les gouvernements doivent faire des déficits. Donc, ils doivent emprunter de l'argent, on stimule l'économie, mais le corollaire de ça, c'est que quand l'économie a repris et qu'elle roule à fond et qu'elle va bien, à ce moment-là, les gouvernements doivent faire des surplus. Parce que c'est beaucoup plus facile. Tu comprends que plus il y a de gens qui travaillent, plus les entreprises font des profits, plus on est capable de charger de l'impôt. Donc, les revenus du gouvernement vont être beaucoup plus grands par rapport à leurs dépenses. Ils doivent donc être en mesure d'être capables de faire des surplus. Et que fait-on avec ces surplus-là? Ma sœur Keynes dit, mais c'est facile, on rembourse la dette. Donc, on a emprunté quand on était dans un creux de vague, puis quand ça va bien, on rembourse. Et de cette façon, on est toujours capable d'amoindrir les chocs économiques. On dirait que ça marche pas de même. C'était voilà. Oh. Voilà où je m'en vais. C'est qu'à un moment donné, ça a fonctionné un bout de temps, ça, le keynésianisme, OK. mais les gouvernements en Occident, quels qu'ils soient, à un moment donné, je vais être généreux, je vais dire, ont oublié l'enseignement qui est, il faut faire des surplus et rembourser la dette. Non, non. Il continuait toujours à creuser oui, puis à et si tu- et faire si- des projets. Oui, et si on regarde les dernières années, ma sœur, là, notre dernière récession économique, officiellement, là, elle remonte à 2009. OK. Ça fait longtemps, parce qu'on va oublier le blip de la COVID en 2020, qui est carrément Une cellule à part, là. Voilà. Mais on oublie ça, là. Il n'y a pas eu de vraie récession depuis 2009. Et pourtant, nos gouvernements ont fait de gros déficits à chaque année depuis cette année-là. Alors qu'ils auraient dû faire exactement le contraire. Ils auraient dû engranger des surplus et résorber la dette. Ça, en passant, là, je veux pas que tu t'éternises là-dessus, mais tu sais, moi, je connais juste notre dette canadienne, mais c'est-tu répandu à l'échelle mondiale, ça, que les pays sont très endettés, puis que... Très, très, très endettés. OK. Puis là, si on s'en tient en particulier à l'Occident, Ouais. parce que tout ce qui sont les pays en développement, c'est une autre dynamique, hein, parce que des fois, si tu empruntes, mais que tu es vraiment en train de développer ton économie, puis qu'il va y avoir beaucoup de croissance dans l'avenir, ça peut se justifier. Mais en Occident, là, quand on est excité, on a de la croissance à 3 % par année. Là. Donc, c'est pas du tout la même dynamique. Alors, Oui. si l'économie va bien, mais qu'on ne rembourse pas la dette et qu'au contraire, on continue d'emprunter puis qu'on continue de créer des dollars, qu'arrive-t-il avec ça?
entre en scène le troisième économiste, celui qui est au cœur de la troisième école économique, qu'on appelle l'école des monétaristes. Et l'économiste, c'est Milton Friedman. Lui, c'est un Américain qui était... Quelle année, là? On parle de... Ça ne doit pas faire si longtemps, Milton là? Friedman, on est dans les années 60 et 70, là, OK. qui est 1900, qui commence à écrire ça. Et là, j'en arrive à notre propos là, de ce soir, donc j'ai fini de mettre la table. C'est la grande préoccupation dans les années 70, c'est l'inflation. OK. Parce que l'inflation dans les années 70 est catastrophique. Ah oui, hein? Elle est très, très, très élevée. OK. Et là, dans les années 70, là, avant que Friedman s'en mêle avec ses explications, on est vraiment dans une période où là, au dire de Friedman, et je suis d'accord, les gens confondent le symptôme et la cause. OK. Donc, on dit par exemple que le pétrole cause l'inflation. Mais c'est comme si tu demandais à quelqu'un qui dit « T'es malade, je suis malade, t'as quoi? » puis qui te répond « J'ai de la fièvre. » Tu vois, OK, ça, c'est pas la maladie, ça, c'est un symptôme. Il y a un virus en quelque part dans ton corps qui crée que ton système fonctionne pas bien, puis là, il surchauffe. Le pétrole, ou que ce soit d'autre, quand les prix montent, ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes de quoi? Ouais. Friedman a dit « Inflation is first and foremost a monetary problem. » Alors, je traduis, Friedman dit « L'inflation, c'est d'abord et surtout un problème monétaire. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand bien même qu'il y aurait de la rareté dans le pétrole ou dans n'importe quoi, si les gens n'ont pas d'argent, ben, ils ne peuvent pas bider, les prix ne monteront pas. Les gens, d'ailleurs, ça arrive là, dans le monde, puis dans l'histoire des famines, mais tout le temps, tout le monde a faim, mais quand tu n'as pas d'argent, le prix du pain, il ne monte pas. Bon, alors c'est la même chose. Donc, il faut comprendre que l'inflation est d'abord et avant tout un phénomène monétaire. Donc, c'est-à-dire que quand on commence à tricher dans le système keynésien et qu'on dit, bah, même quand ça va bien, donc tu comprends que quand ça va bien, l'économie réelle, elle crée de la richesse, elle crée des dollars, puis que par-dessus ça, on empile, qu'on en crée des faux, je vais appeler ça comme ça, là, c'est qu'on imprime de la nouvelle monnaie. Là, c'est sûr qu'on crée de l'inflation. Alors, ça nous amène à notre sujet de ce soir, puis d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Nous avons de grands problèmes d'inflation. Bon. Tout ça est relié à un grand phénomène macro maintenant que je veux amener. Et je veux l'amener avec ce livre de Ray Dalio qui s'appelle The Changing World Order. Alors, littéralement, c'est un ordre mondial qui est en plein changement. Parce que c'est quand même récent comme livre, comme écrit? Oui, Okay. Je crois qu'il est sorti en 2021 ou OK, 2022. c'est très contemporain, là. Absolument. OK. Mais ta question est intéressante parce que ce livre-là, ce que fait Dalio, c'est qu'il va regarder à peu près 500 ans d'histoire. Oh, quand même. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des patterns qui reviennent toujours, qui sont reliés à une grande puissance qui était hollandaise à une certaine époque, qui est devenue britannique par la suite, qui maintenant est américaine. Il y en a d'autres, des grandes puissances également qui sont étudiées dans son livre, là, mais j'en cite 3. Et à chaque fois, cette grande puissance-là, elle impose ses conditions financières, ses conditions de commerce, et toujours avec sa devise qui est dominante comme monnaie d'échange. Mais ce qu'explique Dalio, c'est que à chaque fois, il y a toujours ce grand cycle de dette qui dure plus ou moins 80 à 100 ans. OK. Donc, c'est un grand cycle qui commence où on n'a pas encore créé de la monnaie, donc on n'a pas encore commencé à tricher, je vais le dire comme ça. Et donc, l'économie est en pleine expansion. Il y a beaucoup de croissance et c'est de la croissance qui est très saine, qui est très réelle, mais arrive toujours cette foutue habitude des humains
à vouloir tricher, à faire le contraire de ce que Keynes dit qui doit être fait, et donc à emprunter, toujours parce que plus ça va et que plus on va bien et plus on est aisé, plus on devient paresseux et plus on veut toujours des solutions faciles. Mm-hmm. Et la solution facile, c'est toujours de créer de l'argent. Okay. Voilà. Et un jour, on commence à descendre le cycle. Donc, le régime de dette, qui a une durée de vie d'à peu près 80 à 100 ans, commence sur sa pente descendante. Et c'est une pente descendante qui s'en va tout le temps de pire en pire, parce qu'à chaque fois, on veut toujours juste mettre un pansement sur le bobo. Alors, c'est toujours en rajoutant de l'argent, toujours en fabriquant. Ça a été absolument... ça m'a dépassé les chiffres que j'ai vus pendant la COVID, là, de toute forme, là, mais d'envoyer des chèques à des étudiants pour être sûr qu'ils ne vont surtout pas travailler l'été. Je veux dire, on a vraiment inventé des façons de donner de l'argent à tout et n'importe qui. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé de ça? Les piscines se sont mis à coûter des prix de fou. Après ça, mais oui, évidemment, on crée des bulles financières partout. Puis après ça, il faudrait s'étonner qu'il y a beaucoup d'inflation dans notre économie. Hello! On est en fin de régime, c'est sûr. C'est ça, j'allais te demander, là, on est où, là, dans ta patente? Là, on est vraiment à la fin. On est vraiment dans... Mais ça va se finir comment? Ah ben là, ça, c'est la grande question. Parce que là, tu dis des cycles de 80, 100 ans. Oui, mais on y est. C'est ça, on y est, puis on dirait que c'est pas garant qu'on va retourner vers par en haut, parce qu'on ne fait pas vraiment d'apprentissage. Ben, il va y avoir un nouveau cycle. Alors, celui dans lequel on est depuis 1946, il est en train de mourir. Et quel est le prochain? Oui. C'est une très bonne question, ça. On le sait pas? Non. Alors, qu'est-ce qu'on voit poindre à l'horizon présentement? Peut-être as-tu vu passer dans l'actualité, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été très traité, mais qu'est-ce que ça te dit si je te dis le BRICS? Est-ce que ça te sonne une cloche? Alors, le BRICS, ça représente Brésil, Russie, Inde, Chine, S, c'est pour South Africa. Et là, maintenant, il y a l'Iran qui s'y joint, il y a d'autres pays qui s'y joignent. Donc, ce qu'on voit de plus en plus en train de se développer, là, c'est un bloc de pays qui sont en train de s'unir ensemble pour créer un autre pôle fort qui va faire opposition aux États-Unis. Fait qu'en passant, j'ai hâte de voir où vont se situer les Canadiens, qui présentement, c'est de bon ton de détester les Américains. Mais est-ce qu'ils vont préférer les Russes ou les Chinois? J'ai hâte de voir. Je ne m'étends pas plus là-dessus. Je pense que tu me vois aller. C'est évident qu'on va continuer à faire partie du bloc occidental. Mais donc, les BRICS sont en train de se réunir ensemble. Et donc, peut-être qu'eux-mêmes vont créer un autre bloc puis un autre système financier avec leur propre devise commune ou pas. Tout ça est en suspens. Mais depuis 4-5 ans, là, ma sœur, il se passe toutes sortes de choses. Là. Par exemple, on a imposé pendant longtemps que toute transaction de pétrole dans le monde se faisait avec des dollars US. Bien, depuis 3-4 ans, l'Arabie saoudite a commencé à faire des ventes puis à se faire payer avec d'autres dollars. Quand le président Joe Biden a décidé que lui, il voulait faire le justicier là, par rapport au conflit en Ukraine, puis qu'il a décidé qu'il empêchait les Russes de pouvoir utiliser des dollars US, parce que ça se bloque, ça, après tout, tu contrôles ta monnaie, même quand elle circule à l'étranger, il a lancé tout un signal. Il a lancé que si jamais on détient des dollars US dans la vie, c'est possible qu'on n'ait plus la possibilité de les utiliser si nos opinions politiques sont contraires à ce qu'ils pensent. C'est un geste grave qui a été posé là. Je le dis. On a lancé tout un signal aux BRICS et à plein d'autres pays dans le monde
c'est peut-être une bonne idée de commencer à se diversifier. Ayez une autre option. Là. Exactement. OK. Et là, ma sœur, ce qu'on voit en ce moment qui est en train de prendre énormément de valeur, parce que, premièrement, ça risque d'être quelque chose qui va avoir de la valeur dans la période de transition entre les deux cycles, mais également qui va peut-être jouer un rôle important dans le prochain cycle, j'ai nommé l'or. La finance, c'est simple, mais c'est pas facile.